Je suis très content d'être là ce soir au POG avec vous là, et que le POG puisse me permettre de m'exprimer face à vous. Donc je vous propose un voyage en monde Android avec tout un tas de trucs et d'astuces tout au long de la route, et on va aborder plusieurs thématiques. Donc qui je suis? Moi je suis Android 2E à moi tout seul, je suis une entreprise à moi tout seul. Qu'est-ce que je fais? Je fais des formations. Je propose principalement 3 formations. Le niveau 1, c'est 3 jours. Vous ne savez rien faire en Android, à la fin, vous savez développer. Mais bien, vous en avez pris plein les dents, mais vous savez bien développer. Puis je fais la formation Android 4+ aussi pour vous apprendre à utiliser tout ce qui est apparu depuis Ice Cream. Et tout ça, c'est réuni au milieu de la formation complète, dans laquelle j'ai rajouté de l'architecture, parce que c'est quand même un truc qui manque énormément à pas mal de développeurs Android. Et quand on arrive dans le monde Android, il y a plein de problématiques d'architecture qu'il faut assimiler. Cette conf, elle est dédiée à mes stagiaires. Pourquoi? Parce que en fait, en 5 jours, je leur explique profondément tout ce que je vais vous passer, enfin pas tout, mais ce que je vais vous passer en 1 heure. Donc eux, ils savent exactement pourquoi chacun de mes slides est là, quoi. Et puis c'est un peu grâce à leurs questions que j'ai ces slides aussi. Donc allez, c'est parti. Donc Android, c'est un nouveau monde. Et puis c'est un peu l'Eldorado, quoi. On a 1 milliard de devices, 80% de part de marché de la mobilité au niveau mondial. C'est vraiment l'Eldorado, et quand on regarde le taux de pénétration d'Android au niveau au moins du G8, on s'aperçoit que pour passer la barre des 40%, qui est un seuil fatidique, c'est le seuil d'acceptation, eh bien on a mis moins de 3 à 4 ans. D'accord? Et ça a une conséquence directe en fait sur nos décideurs et l'équipe qui nous entoure, donc les fonctionnels, les designers, tous ces gens-là qui sont là pour nous donner des ordres et nous dire comment il faut faire. Et vu que nous, pauvres développeurs, on n'a jamais le droit de l'ouvrir, c'est un impact à leur niveau à eux. Ok, l'impact, c'est, eux, ils en sont encore à la terre est plate, la plupart d'entre eux. Ils en sont encore à ne pas savoir ce que c'est Android et à vouloir des applications Android. Ils ne savent pas l'utiliser. Eux, ils veulent ce qu'ils ont déjà. C'est une application iOS. D'accord? Vous allez porter l'application iOS sur Android. Et puis, ils sous-estiment vraiment la complexité du développement Android. Ils n'en ont aucune idée pour faire une belle application multi-device, multi-screen, multi-versionning, le boulot que c'est. Donc voilà, on a un gros problème au niveau de cette équipe-là. Ça veut dire que cette équipe, elle a besoin de vous. Elle a besoin de vous dans le sens où vous allez les éduquer. Vous allez vous appuyer sur le Google Design, d'accord? Il y a le site exprès qui vous explique toutes les règles de design pour Android. Et ça va être votre force de proposition par rapport à des gens qui de toute façon ne feront pas confiance. Mais vous allez dire, regardez, Google l'a dit. Et de suite, vous allez avoir plus de crédit face à ces gens-là. La deuxième chose, c'est qu'il ne faut pas y aller comme ça, pas écouter ce qu'ils disent. Il faut écouter ces gens-là aussi. Parce qu'ils ont quand même un métier, un savoir-faire, et on ne peut pas être en rupture complète. Donc on va écouter, communiquer avec eux et arriver à essayer de mettre en place une collaboration. C'est ça l'objectif final. L'objectif final, c'est de ne pas jouer seul là, dans ce monde-là, c'est de jouer en équipe. Et si on arrive à expliquer ça à nos décideurs et à notre hiérarchie, vraiment nos projets Android vont s'améliorer. Et ça, c'est quand même quelque chose de profond, quoi. Bon, allez, une fois que ça c'est dit, on va s'intéresser un peu au design et à l'expérience utilisateur. La première chose que j'avais envie de vous dire, c'était essayer d'être capable de vous adapter à toutes les tailles d'écran et de densité. Mais ça veut dire qu'il ne faut pas considérer les jalons 4, 7, 10 pouces ou 100 dpi, 200 dpi, 300 dpi comme des ensembles discrets. Il faut considérer ça comme des intervalles continus. Et vous, votre application doit s'adapter de manière continue à l'intérieur de ces intervalles. Ces jalons, c'est des jalons qui vont vous permettre de changer de layout, tout ça. Mais vos layouts à l'intérieur doivent s'adapter tout le temps, de 7 à 10, de 10 à au-delà et de 4 à 7. D'accord? On pense vraiment à un espace continu, pas un espace discret quand on considère nos écrans. Ça, c'est quand même quelque chose qui est super important. Pareil avec nos densités par inch. Une autre chose que je voulais vous dire sur l'expérience utilisateur, essayez de ne pas faire que votre application ressemble à ça quand on la démarre. D'accord? Laissez votre utilisateur la rencontrer. Ça paraît con, mais c'est important. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce serait bien d'avoir un mode de découverte. Pas d'authentification obligatoire, pas de paiement obligatoire, mais quand même avec la fonctionnalité principale ou les fonctionnalités principales que l'utilisateur il a envie de vous utiliser. Et puis vous allez mettre la stratégie in-app derrière parce que peut-être vous aimeriez faire de l'argent. Et par contre, si un jour votre utilisateur il s'authentifie, vous le gardez authentifié toute sa vie. Hein.
D'accord? Le mode dont je vous découvre, c'est on ne fait pas d'authentification obligatoire, mais dès qu'elle est là, votre utilisateur il revient sur votre app et il est authentifié. On ne s'amuse pas à perdre les utilisateurs dans des modes non authentifiés et authentifiés. Tant qu'à parler d'authentification, nous on sait pourquoi on veut la mettre en place. D'accord? La première chose, ça va être qu'on va vouloir faire de la restauration et de la sauvegarde du contexte utilisateur, en particulier de ces données. Puis si on a plusieurs utilisateurs, on va vouloir les lier entre eux peut-être. Donc c'est au moins 3 critères principaux de pourquoi on va mettre de l'authentification en place. On peut fermer la fenêtre? Et puis bien sûr, en fonction des use cases, on va en avoir plein d'autres. D'accord? Bon, ce que vos utilisateurs ils en pensent de l'authentification, qu'est-ce que ça représente pour eux? Ça représente ça. D'accord? Clairement. Hein. On déteste mettre des mots de passe, on déteste donner notre nom. C'est vraiment un truc qui nous saoule. Moi-même, ça me... Donc pour ça, il va falloir savoir les authentifier de manière smooth, enfin tranquille, quoi. Propre pour eux, qui ne les agresse pas. Le premier mode d'authentification, c'est le mode fantôme. Le mode fantôme, c'est l'utilisateur, il n'a rien vu, je l'ai déjà authentifié. Comment je fais? J'utilise les UID, User Unique Identifier. J'utilise des shared préférences et j'utilise le backup shared préférence, le shared préférence backup. D'accord? Ça me permet de faire une shared préférence où je stocke mon identifiant utilisateur. Et le shared préférence backup me permet de le stocker facilement sur le cloud Google. Et comme ça, je vais pouvoir être multi-device. Donc le désavantage profond de cette méthode, je n'ai pas de nom. J'ai un utilisateur sans nom, j'ai un token. Par contre, je n'ai pas de password, j'ai rien à lui demander, ça marche pour tous mes utilisateurs, c'est une véritable authentification et c'est multi-device. Ça, c'est pas mal. Le deuxième mode d'authentification, c'est le mode natif Android. Le mode natif Android, c'est la Google Authent. Okay, donc là, les bénéfices, vous n'avez pas de password, vous n'avez pas de permission à demander, ça marche quasiment pour tout le monde. C'est une vraie authentification et vous avez un nom pour votre utilisateur. Un autre mode, c'est le mode social. Donc là, on commence à dégrader le smooth de l'authentification. Pourquoi? Parce que sur un mode social, souvent, vous allez avoir besoin, donc vous allez vouloir l'identifier au travers de Facebook, Twitter, LinkedIn ou je ne sais pas quoi. Donc là, vous avez quand même besoin, en fonction des API, des passwords à taper par votre utilisateur. Mais aussi, ça ne marche pas pour tout le monde, ça. Vous avez des utilisateurs asociaux. Ils ne sont pas sur LinkedIn, ils ne sont pas sur Facebook. Moi, je n'ai pas de mot de passe Facebook. C'est un truc que j'ai toujours détesté Mark Zuckerberg. C'est un truc que ça m'a insupporté. Donc ça ne marche pas tout le temps. Par contre, ce qui est bien, c'est que vous avez une réelle authentification. Votre utilisateur, il a un nom. Et si vous voulez utiliser son graphe social, vous allez pouvoir diffuser votre application plus facilement. Donc c'est aussi des avantages derrière. Et la dernière type d'authentification dont j'ai envie de parler, c'est l'authentification au hot, à partir de rien. Quand on y va avec le couteau. Et donc là, vous avez quand même besoin d'avoir un password, un username. C'est difficile à coder, ça va être difficile à maintenir. Parfois, ça saigne, on l'a vu. Et surtout, le gars qui le fait, il a intérêt à être super pertinent et super efficace. Parce que sinon, c'est un trou. D'accord? C'est un trou d'authentification. Si le gars qui le code, il ne sait pas le faire proprement, en fait, vous n'avez rien authentifié du tout et vous n'avez aucune sécurisation. D'accord? Donc le mec qui le fait, il faut vraiment qu'il soit fort. Bon, le bénéfice profond de ça, c'est que parfois, on n'a pas d'autre choix que de le faire. C'est un peu le seul bénéfice. On va continuer à parler de notre utilisateur et de son expérience avec notre application en se posant la question de comment on va se comporter vis-à-vis de lui. Votre utilisateur, c'est Bruce Wayne. Bon. Vous, vous êtes Alfred ou Lucius, vraiment, dans votre comportement. Votre application va se comporter comme eux. Et au travers de votre application, je vous le donne un mille, votre utilisateur, il devient Batman. D'accord? C'est ça l'objectif de votre application. C'est ça que vous apportez à votre utilisateur. Vous le rendez super-héros. Et vous, vous êtes vraiment comme Lucius et Alfred. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que concrètement, vous lui parlez de la même manière. Vous regardez les Batman et vous regardez comment il s'adresse à Bruce Wayne. Vous regardez comment il se comporte vis-à-vis de Bruce Wayne. Ce n'est pas un mec qui l'oblige et ce n'est pas un mec qui va l'empêcher de faire des trucs. Hein. C'est un mec qui a son service et qui va l'aider en permanence dans son besoin. Okay? Et ça, c'est vraiment votre application. C'est comme ça que vous vous comportez vis-à-vis de vos utilisateurs. Une application qui va m'obliger à faire quelque chose, ce n'est pas une application qui va me plaire. D'accord? Elle est à mon service, ce n'est pas le contraire. Quitte à continuer sur l'expérience utilisateur, on va parler du style de votre application. Quel style graphique elle a? Donc pour mettre les styles,
ben, la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va gérer nos ressources. On va les gérer de manière plutôt intelligente. Donc on va faire de l'héritage, de la redirection, et on va sourire parce que quand on aura mis une bonne fois pour toutes toute cette structure d'héritage, ben après les évolutions elles vont être extrêmement faciles. Donc la première chose, ben on prend les thèmes de base du device, on en construit MyBaseTheme, et on va utiliser MyTheme, celui qu'on a hérité, pour surcharger ces thèmes de device. D'accord? Ça c'est la base, ça c'est connu partout là. Okay. Une fois que vous avez fait ça, vous allez mettre en place votre charte colorimétrique, c'est-à-dire toutes les couleurs que vous utilisez par votre client, pour vous, tout ça. Votre charte colorimétrique, vous dérivez un fichier de couleurs qui est vos référents de couleurs. Quelle couleur de la charte colorimétrique j'utilise pour mes backgrounds? Quelle couleur je vais utiliser pour mes textures? Quelle couleur? Donc, on liste l'utilisation des couleurs en fonction du composant graphique qu'on veut utiliser. Et puis, vous faites pareil avec vos dimensions. Et ça vous construit le début de vos styles. Après, votre style, qu'est-ce que c'est concrètement? Ben, vous allez faire votre style TextView. Pourquoi? Parce que la TextView, c'est un peu la vue qui est héritée par tout le monde. Donc, c'est celle pour laquelle vos autres composants doivent se rapprocher. Donc, c'est elle qui va factoriser le plus de votre comportement. Et après, vous allez faire votre edit text, votre bouton, et vous allez surcharger les balises qui ne vous plaisent pas de manière à styler plus ou moins vos boutons avec des italiques ou je ne sais pas quoi. Et vous allez pouvoir aussi faire des text view de type warning, error. Bon, le text view error, il y est déjà, hein. Ça ne sert à rien, mais on peut imaginer des trucs comme ça. Titre et tout ça. Et vous pouvez faire pareil pour vos boutons. Une fois que vous avez mis en place vos styles, qu'est-ce qui se passe au niveau de vos fichiers de layout? Eh bien, votre fichier de layout, il y a une balise style qui va contenir tout ce qui va être pour l'affichage proprement dit. Et qu'est-ce qui va rester dans le fichier de layout? Ce qui est important pour un fichier de layout, c'est-à-dire le placement des composants. Et comme Android Annotation est parti du principe que moins on lit de trucs inutiles, plus on est pertinent dans l'analyse de ce qu'on écrit. Et ça, c'est exactement faire ça au niveau de nos layouts. Le layout, c'est fait pour placer les composants et faire qu'ils se comportent bien les uns par rapport aux autres. Donc, la mise en place des styles, ça vous permet d'améliorer vos layouts aussi. Bon, et après, dès qu'il y a une modification par votre client, eh bien, vous pouvez le faire 5-5. La couleur, les styles, les tailles des trucs, les machins, c'est fait une seule fois dans un seul fichier, c'est ventilé partout. Sur les grosses applis, c'est juste magique, quoi. Bon, ça demande du boulot à mettre en place au début. Donc là, vous êtes content, vous dites « Ah ok, je vais styler mes composants, mes boutons, mes text view, tout ça ». Il ne faut pas oublier de styler aussi le reste de vos applications parce que vous utilisez des sliders. Vous allez utiliser l'action bar, vous allez utiliser les drop-down item box. Et ça, il n'y a rien de plus laid que d'avoir une super application, puis un drop-down item box en noir avec le fond gris, quoi. D'accord? Donc il va falloir aussi se mettre à styler les thèmes utilisés par votre application. Okay? Et donc resurcharger le comportement des composants natifs. En particulier les toasts et les alertes dialogues. Sur un toast, il n'y a rien de plus laid qu'une application qui affiche un toast complètement générique. Ça prend 3 lignes de code de mettre en place un toast qui ne soit pas générique, où on voit l'icône de l'application et où on a la charte colorimétrique. Pourquoi dans vos applications, vous n'appelez pas votre méthode, où vous avez synthétisé ça dans un seul classe statique, myMakeText. Et hop, tous vos toasts seront tous cohérents avec l'identité graphique de votre application. Bon, par contre, pour customiser tout ça, on ne va pas partir from scratch. On va utiliser les ressources qu'il y a sur Internet, et en particulier Asset Studio et quelques autres ressources que j'ai listées ici. Parce que le faire à partir de rien, c'est un peu très dur. Du coup, ça veut dire que globalement, quand vous pensez votre application, il va falloir être cohérent avec votre interface graphique de manière complète, partout. OK? Bon, ça c'était la partie design, UX, tout ça. On va parler du dev, de trucs plus dev. D'accord? C'est la deuxième gare dans le voyage. En tant que dev, j'ai qu'un seul conseil à vous donner, c'est soyez feignant. Mais profondément. Ça veut dire quoi être feignant? Ça veut dire que je ne vais faire que ce que je dois faire quand j'aurai besoin de le faire. Je ne le fais pas avant. C'est le lazy loading par excellence. Mais le lazy loading, ça s'applique aussi à nos fonctionnalités. On va vraiment se concentrer sur les fonctionnalités principales à mettre en place et on ne va coder que ce qu'on a besoin. Et l'objectif de vos premières versions, ça va être d'avoir peu de fonctionnalités, mais qui marchent super. Et le dilemme de vos futures versions, ça va être est-ce que je rajoute de nouvelles fonctionnalités ou est-ce que je fais une nouvelle application? D'accord? L'objectif, quand on rentre dans une application, la plupart du temps, c'est d'avoir une main fonctionnalité ou 3, max. Et pas perdre l'utilisateur dans des trucs trop compliqués.
En termes de dev, le lazy loading, ça veut dire pas de trucs génériques pour le futur ou pour le fun. D'accord? L'architecte qui commence à délirer, là, vous l'attrapez, vous le scotchez à sa chaise et vous lui mettez un chiffon dans la bouche. Ça veut dire pas d'usine à gaz pour le futur non plus. Ni de mécanismes complexes pour les évolutions. Si jamais un jour on a des mécanismes complexes à faire pour des évolutions, ben on le fera au moment où il faut le faire, pas avant. Sur vos vues, le lazy loading, ça veut dire que vous allez aussi utiliser les view stubs. Et puis vous allez vous amuser à utiliser des dynamic fragments. Et puis dans quelques temps, j'imagine que Square il va nous sortir une librairie où on n'aura plus besoin des fragments parce qu'on n'est pas super fan avec les fragments. Et surtout, vous n'utilisez jamais les nested fragments. Parce que c'est buggé, que ça va vous prendre un temps fou à arriver à gérer les cycles de vie des fragments à l'intérieur des trucs. Donc vous détournez l'attention de l'utilisateur et vous changez d'activité ou vous foutez vos fragments. D'accord? Jamais les nested fragments. Mais être feignant, ça a une conséquence immédiate, c'est qu'il faut être malin. Parce que si on est feignant et pas malin, ça ne va pas marcher. D'accord? Donc il faut vraiment être feignant et malin. Être malin, ça va commencer avec la gestion du multiversionning. Comment on va s'attaquer à la gestion du multiversionning? Ben, on va le faire de manière assez simple. On a un client ici, donc n'importe qui, et il connaît une interface. Une interface, c'est quoi? C'est une classe qui n'a pas de corps de méthode. Okay? C'est-à-dire, c'est une classe qui va dire juste « moi, je sais faire ça ». D'accord? Elle ne dit pas comment. Vas-y, fais comme chez toi. Je fais. Donc mon client, lui, il connaît que son interface. Quand il a besoin d'utiliser cette interface, qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, il va demander à une factory de créer la classe concrète qui va réaliser le boulot. La factory, qu'est-ce qu'elle fait? Elle regarde la version du système. Elle regarde si elle est post-Honeycomb, post-Jelly Bean, post-KitKat ou avant Honeycomb. Et en fonction de cette version système, elle va renvoyer la bonne classe concrète du président de la République ou du chef de France. Okay? C'est un peu l'idée. Et vous, votre client, du coup, ben, il n'a pas à se soucier de quelle version il est. Il n'y a pas de if dans le client. D'accord? Il a juste demandé à la factory qui a encapsulé toute la problématique du multiversionning. À la prochaine version, vous rajoutez une ligne dans la factory, vous rajoutez une classe, votre client il n'est pas impacté. D'accord? Ça, c'est une bonne gestion de la lutte contre le multiversionning. Et alors moi, j'aime bien ces booléens là, et en fait, je les mets dans mes values. Okay? C'est parce que je trouve ça nettement plus lisible qu'un build config point supérieur à je ne sais pas quoi. Okay? Donc c'est toujours un truc que j'ai préféré. Et si vous mettez ça en place, ben, vos évolutions vont devenir nettement plus faciles quand même. Un autre truc, quand on parle de dev, on ne peut pas parler de thread. Enfin, on ne peut pas s'empêcher de parler des threads, parce que les threads, c'est critique. Si on lance des threads et qu'on ne sait pas les gérer, ça va devenir un petit problème. Donc pour la gestion des threads, je rappelle juste cet use case un peu bidon, mais qui est quand même un use case qui marque quand même les esprits. J'ai une activité qui a un handler et qui lance une thread de background qui fait un truc. Mon utilisateur, je lui ai dit, ce serait bien que tu ne tournes pas ton device. Mais il ne m'a pas écouté, il a tourné son device. Donc je suis passé dans destroy onCreate. Okay? Du coup, ben, onCreate, ça m'a créé une nouvelle activité avec un nouvel handler. Dans le onCreate, je n'avais pas fait gaffe, je lance ma thread. Donc je lance une nouvelle thread qui fait le même traitement de background. Bon, manque de bol, la thread d'avant, là, je lui ai rien dit. Je lui ai pas dit, arrête-toi, fais quelque chose. Je ne l'ai pas géré. Je n'étais pas au courant qu'il fallait gérer les threads, mais on m'avait dit, utilise des async tasks et les handlers. J'ai fait ça. Bon, ben, elle est toujours là, elle s'exécute et puis elle pointe vers le handler et l'activité. Bon, le garbage collector, il arrive, il fait activité, je te garbage collect. Puis il dit, ah ben non, je ne peux pas te garbage collect parce que en fait, tu es pointé vers un handler. Et puis ce handler, il est pointé vers une thread qui est active. Donc je ne te garbage collecte pas. Là, vous avez juste fait une fuite de mémoire de la taille d'une activité. Première conséquence un peu dure. Deuxième conséquence un peu dure, imaginons que votre thread elle soit sur un jeu de données. Là. J'ai lancé une thread, elle a fait un traitement. Je lance la même thread sur le même jeu de données qui refait un traitement. Mais elles sont toutes les deux désynchronisées. Grosso modo, vous n'avez aucune idée, c'est imprédictable. Vous ne pouvez pas prévoir le résultat du truc. D'accord? Si c'est des manipulations de simulation, si c'est du download, il n'y a pas de problème. Vous avez téléchargé 8 fois la même image. C'est un peu con, mais ce n'est pas grave. Mais si c'est de la manipulation de données, des trucs sur les bases de données, vous êtes juste mort. D'accord? Vous avez pourri votre base. Donc sur les threads, il faut toujours avoir ce truc en tête et se dire ben, qu'est-ce qu'elle doit faire ma thread en fait. Ça veut dire que nous, les threads, on va toutes les centraliser. On va centraliser leur traitement, leur gestion. Ça veut dire aussi qu'on ne va jamais laisser une thread non gérée.
Et pour ne pas laisser les threads non gérés, on va utiliser un objet qui s'appelle un pool executor. Pour centraliser cette gestion qui va être faite par le pool executor, ben, l'objet magique pour le foutre, c'est l'objet myApplication. Okay, il est là tout le temps. Donc lui, il est juste parfait pour ça. C'est son rôle. L'objet pool executor, comment ça marche? Ben, c'est un truc qui marche en 3 lignes de code. Vous définissez votre executor, vous lui dites ben, moi je veux avoir un pool de threads de telle taille, et puis je te fournis une thread factory, où l'intérêt de la thread factory, ça va être de lui donner un nom, principalement. Et quand vous allez vouloir lancer une thread de background, en fait, vous n'allez pas lancer une thread, vous allez lancer votre runnable. Et vous allez soumettre votre runnable à votre executor. Il y a une queue dans les exécutors, votre runnable sera exécuté au moment où il y aura une thread disponible, et vous avez géré le nombre de threads que vous exécutez dans votre application aussi. Une fois que vous avez fait ça, ben, la question à se poser, c'est de toujours savoir quand est-ce que mes threads doivent se finir. D'accord, j'ai des threads qui doivent s'exécuter, puis je dois les laisser finir, parce que je suis en train d'enregistrer un truc sur le disque, mais il y a des threads qui doivent s'arrêter, parce que par exemple, je suis en train de télécharger des images ou des trucs comme ça, et que l'utilisateur, il a quitté mon application, donc celle-là, je dois les tuer. Pour tuer un exécutor, ben, c'est ce genre de code, il se trouve sur Internet, il n'y a pas de difficulté. D'accord? Et quand on parlera des services tout à l'heure, il ne faudra pas oublier d'implémenter cette méthode pour nettoyer le code. Parce qu'il faut vraiment s'assurer que nos threads sont détruites. Celles qui doivent l'être en tout cas. Et celles qui ne doivent pas l'être, il faut s'assurer qu'elles sont en train de se finir. En termes de dev, il y a la couche de communication aussi qui m'intéresse parce qu'il y a plein d'applications qui m'ont un peu saoulé avec leur couche de communication mal faite. La couche de communication, de base, elle doit implémenter le design pattern d'état. Alors, vous me dites, c'est quoi l'état? Ben, l'état, vous allez regarder l'état de votre batterie et l'état de votre connectivité parce qu'il n'y a rien de pire que faire un appel REST et puis quand on n'a pas de connectivité. D'accord? Donc vous allez analyser vos états. Qu'est-ce que c'est? C'est mettre un broadcast receiver qui va écouter ces actions-là. Donc, dès qu'une de ces actions change, vous avez votre broadcast receiver qui a écouté ce changement. Qu'est-ce qu'il fait? Il va analyser le statut de la batterie, le statut de la connectivité. Et au lieu de rien en faire, il va parler à l'objet application. Il va dire à son objet application, écoute, ton nouveau statut de connectivité ou de batterie, c'est celui-là. L'objet application, comme il n'est pas sûr de vivre très longtemps, il va le stocker dans un espace. Ça peut être n'importe quoi. Il le stocke dans un fichier en dur, un shared préférence qu'il veut. Maintenant que je connais mon état, je vais mettre en place le design pattern d'état. Donc au niveau de ma couche de communication, encore une fois, je n'aurai qu'une interface. Cette interface, elle fait quoi? Elle fait je vais communiquer, quoi. Elle donne toutes ces listes de méthodes de communication. Quand elle a besoin de réellement communiquer, cette couche de com, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va parler à la factory. La factory, elle demande à l'application, écoute, c'est quoi notre statut? En deux cas, l'application est déjà là, elle est déjà au courant, elle a son statut en RAM, donc elle ne va pas chercher dans la persistance, elle le connaît, mais si elle ne le connaît pas, elle va le chercher dans la persistance. Elle le récupère et elle le renvoie à la factory. La factory connaît son statut de connectivité maintenant. Donc, elle va pouvoir regarder en fonction de si elle a le Wi-Fi, si elle n'a pas le Wi-Fi ou si elle a une connexion, si elle est en 4G, si elle est en Edge, quel type d'implémentation de communication elle veut renvoyer à son client, donc la couche de communication. Une fois que j'ai cette classe-là, je vais pouvoir communiquer avec mon serveur ou pas. Parce que si je n'ai pas de communication, ça ne sert à rien d'essayer de faire des appels REST et de récupérer des exceptions ou des erreurs. Du coup, si je peux communiquer avec mon serveur, je vais communiquer avec mon serveur et surtout, lui, il va me renvoyer des données qui vont correspondre à mon état de connectivité. Parce que si je suis en Edge, je ne veux pas récupérer la terre entière, je veux récupérer le minimum d'informations nécessaires pour que mon utilisateur il soit content. Et je n'oublie pas que toujours dès qu'on parle de communication serveur, on va essayer d'utiliser la Big Cookie Strategy. La Big Cookie Strategy, c'est quoi? C'est de dire je vais faire un seul appel réseau et récupérer beaucoup de données plutôt que d'en faire 500 000 et de récupérer 1 kilo à chaque fois. Parce que la deuxième stratégie va épuiser vos batteries. Bon, c'était la couche de communication. Concernant les fragments, je l'ai dit 3 fois, c'est la 3e, n'utilisez pas les nested fragments. Essayez pas de les utiliser, et puis des fois Google il nous sort des nouvelles classes, et puis elles sont pourries, et on peut leur dire elles sont pourries, on ne veut pas les utiliser. La deuxième chose, quand on fait des fragments, c'est on va rediriger tous nos layouts, et on va graver dans le marbre combien de fragments on affiche. D'accord, Alors comment on fait ça? En fait, moi dans mon dossier de layout, je vais décrire tous mes layouts. J'ai le layout avec un seul fragment, one pane. J'ai le layout avec 2 fragments, two pane. Si j'avais eu d'autres layouts avec 3 ou 4 fragments, je les aurais aussi écrits là-dedans.
D'accord? Je ne m'amuse pas à les mettre partout dans mes ressources, dans mes layouts-machin. Je mets mes vrais fichiers de layout dans le dossier layout. Donc j'ai mis mes vrais layouts. Et derrière, je mets mon fichier de redirection. C'est quoi un fichier de redirection? C'est un fichier de ressources tout con dans lequel j'ai deux items. Le premier item, c'est un layout qui s'appelle MainActivity et qui me redirige vers OnePane. Pourquoi? Parce que je suis dans layout, donc c'est par défaut, je suis sur mon smartphone dans le mode je suis petit, j'affiche qu'un fragment. Après, quand je vais vouloir afficher deux fragments, donc dans layout land, pour le mode landscape, large landscape ou juste large, ben là, je vais refaire que mon fichier de redirection. Je ne m'amuse pas à redéclarer un vrai layout. Parce que le jour où j'ai à les changer, c'est la mort. Donc, je déclare mon fichier de redirection et puis je redéclare les deux mêmes items. Main activité, layout, et lui, il va rediriger plutôt vers toPane. Et le booléen là, dont je n'ai pas parlé, c'est le booléen qui va me permettre de savoir combien de panneaux j'ai affichés. Donc, moi, dans le cas OnePane, toPane, c'est un booléen. Si j'ai n fragments, ça va être un entier. Okay. Maintenant, dans mon code, au niveau de mon activité, qu'est-ce que je fais? Je fais cette contentView r.layout.mainActivity. Et je laisse le système se démerder avec sa gestion des ressources pour me renvoyer le bon fichier layout. Donc ça, je suis content. Le deuxième truc, c'est que je ne vais pas essayer d'utiliser une boule d'Irma là, pour essayer de lire le futur et de voir combien de layouts je suis en train d'afficher, combien de fragments je suis en train d'afficher. Je ne vais pas m'amuser à faire des raisonnements compliqués pour savoir combien de layouts j'affiche. Ça, c'est des conneries. Il ne faut pas le faire. Vous avez gravé dans le marbre, vous, combien de fragments vous affichez. Eh bien, vous faites get ressource, get booléen, r.bool.toPane. Et vous savez si vous affichez un layout ou deux, un fragment ou deux, je veux dire. OK? Et si vous en avez n fragments, vous faites pareil, mais avec un entier. D'accord? Et ça va vous éviter plein de bugs un peu cons. Et surtout, le jour où vous allez vouloir changer vos layouts, ils sont tous au même endroit. Les vrais layouts. Le reste, c'est que de la redirection. Donc ça, c'était pour le dev. On va parler des prototypes. Les prototypes, c'est les astuces que pour les pros. Dans les prototypes, la première chose, ce serait bien d'utiliser la cryptographie. Ouais, parce qu'entre la NSA, les vols de portables et tout ça, si vous utilisez des données qui sont importantes pour vos utilisateurs, autant faire en sorte qu'elles ne puissent pas être pillées trop facilement. Donc c'est la cryptographie. La cryptographie, c'est bien, mais quand on la met en place, nous, développeurs, dans 80% des cas, on se vote sur les nerfs. Okay? On ne sait pas la mettre en place. C'est quand même c'est comme le gars qui faisait l'authentification avec OAuth. C'est un savoir-faire à part entière. Et nous, si on s'y met comme ça et qu'on n'a pas le temps vraiment de creuser le problème, eh bien, on va se rater. Et du coup, si on se rate, c'est comme si on n'avait rien fait. Donc, plutôt que de rien faire, on va utiliser des librairies qui marchent bien. Donc, on a celle de Mark Murphy, donc je l'aime bien, ça a toujours été mon idole, ce mec, et qui nous vend la librairie SQL Cipher, qui marche et qui est exprès pour ça. Elle va crypter vos bases de données et vos chartes préférences. D'accord? Un autre truc sur les prototypes, c'est qu'est-ce que je fais de la support librairie? Parce que typiquement, moi j'ai vu une conf des Google I.O. où le mec qui m'expliquait qu'il avait mis en place le Parallel Activity Pattern. Quand je suis post-Honeycomb, je vais utiliser des fragments natifs. Quand je suis avant Honeycomb, je vais utiliser les fragments de la support librairie. D'accord? Ça c'était le Google I.O. de 2 ans. Là, 2 ans plus tard, je vous dis vraiment, ne l'écoutez pas, quoi. Si vous implémentez une ligne de code, une fonctionnalité avec la support librairie, vous ne touchez pas au natif. Vous faites des fragments avec la support librairie, et bien vous n'avez pas un seul fragment natif qui traîne dans votre code. Vous avez mis l'action bar compat en place, vous gardez l'action bar compat. Vous vous amusez pas à faire du if. Si vous utilisez la support librairie pour une fonctionnalité, vous l'utilisez partout. Pas de duplication de code. Pourquoi? Parce que juste changer des imports, c'est juste un nid à bug dans la duplication de code. Surtout si cette duplication de code, elle va impacter votre code, votre Java et vos layouts. Ça, c'est juste impossible. D'accord? Donc, si on utilise la support librairie pour une fonctionnalité, on garde la support librairie. Et le jour où on aura dépassé Honeycomb ou Ice Cream, on vire les imports et on tombe sur le natif. Avant, on s'en fout. Pas de duplication de code. Un truc important aussi, c'est la gestion des exceptions. C'est toujours important de savoir gérer une exception. Pour gérer les exceptions, moi je pense qu'il faut mettre en place des manage exceptions. Des exceptions managées, gérées. Qu'est-ce qu'une exception managée? Vous avez votre exception à vous qui vient de vous exploser à la gueule.
le nul pointeur exception, le no, je sais pas quoi, l'exception de base, quoi. Et vous allez hériter des exceptions et vous allez créer des manage exceptions. Une manage exception, c'est quoi? La première chose qu'elle a, c'est un booléen, est-ce que j'ai été géré ou pas, encore. Après, vous allez rajouter votre user ID, pour savoir si c'est le même user qui crée toujours la même exception, pour voir si ça dépend de lui ou d'autre chose. Vous allez aussi mettre l'identifiant du message d'erreur à afficher à cet utilisateur en fonction de cette exception, donc en fonction du lieu où s'est passée cette exception. Pas en fonction du nul pointeur exception. Okay, Eventbus, ils sont en train d'implémenter des exceptions qui dépendent de l'instance of de l'exception. Ça, c'est une connerie. L'exception, le message d'erreur de l'exception dépend de où est-ce qu'elle a eu lieu et du type de l'exception, pas uniquement de l'instance of. Okay, donc, vous rajoutez votre code d'erreur. Après, vous allez rajouter des données techniques et peut-être même des données fonctionnelles et peut-être même d'autres trucs. Pourquoi? Parce que derrière, vous allez vouloir la gérer, cette exception, l'utiliser. Ce n'est pas juste je planque sous le tapis, quoi. Donc du coup, maintenant qu'on a fait des manage exceptions, on va se retourner un peu vers notre code. Et dans notre code, on va utiliser un objet qui s'appelle l'exception manager. Alors, on va voir. Donc là, on est dans notre code. Dans notre code, il y a des galaxies lointaines les unes des autres, peut-être à des millions d'années-lumière, qui ne communiquent jamais entre elles. Mais toutes, elles ont la capacité de nous exploser au visage et de générer des exceptions. Alors, si vous avez beaucoup de développeurs, dès qu'ils vont arriver dans un bloc catch, ils vont venir vous voir et que vous êtes lead technique et ils vont vous dire « Ouais, alors moi, dans ce bloc catch, qu'est-ce que je fais de mon exception ?» On dit « Pas de problème. Regarde, on a mis un objet qui s'appelle l'exception manager et toi, ce que tu fais avec cette exception, tu vas appeler exception manager.manage. » Et c'est tout. Tous vos développeurs, ils feront la même chose. Et qu'est-ce qu'il fait l'exception manager? Il centralise la gestion des exceptions. Et qu'est-ce que c'est une exception? Qu'est-ce qu'on doit faire? On doit faire deux trucs. On doit faire un user feedback pour lui dire « Ah, il y a eu un problème, je suis désolé. » Et peut-être lui expliquer le problème ou pas. Mais on s'excuse au moins. Et surtout, derrière, on fait un feedback sur notre team pour lui dire « Ah, on a encore craché, voilà les informations pour le debug. Quelles sont les datas qui ont craché et tout ça. » Un petit trick sur les user feedback, c'est si jamais vous avez implémenté une Mother Activity, parce que par exemple vous avez mis Eventbus ou des trucs comme ça et que vous avez enregistré, enfin, on a toujours des Mother Activity. Vous pouvez la faire écouter l'exception event. C'est un event que vous aurez créé vous-même et qui porte des exceptions que vous envoyez au niveau de l'exception manager. De manière à ce que votre Mother Activity puisse, de manière naturelle, sans avoir à être implémenté dans vos Daughter Activity, le message d'erreur de l'exception. Okay, ça vous factorise un peu de boulot quand même. Bon, c'est fini pour les exceptions, on va parler des services REST. Les services REST, la première chose qui est intéressante à faire, c'est de mettre des numéros de version sur vos URL. Vous me dites pourquoi? Parce qu'en fait, c'est un tuyau qu'on a là, entre le mobile et notre serveur back-end. Et ce tuyau, le jour où vous allez vouloir lui changer le modèle de données, vous allez être bloqué par les gens qui ne veulent pas migrer leurs anciennes applications. Vous changez le modèle de données, soit les nouveaux, ils reçoivent les nouvelles données, mais les autres, ils crashent. Donc en fait, pour changer le modèle de données facilement, vous mettez une version sur votre bus. Une version de vos données, savoir quel type de données vous partez. Comme ça, quand vous faites évoluer votre parc, vos mobiles derrière, même les vieux, ils peuvent continuer à utiliser l'ancien bus de données. Et les nouveaux vont profiter du nouveau bus de données. Et vous avez juste rajouté un numéro de version sans vous prendre plus la tête que ça. La deuxième chose qui est importante quand on parle de service REST, c'est d'avoir des timestamps de données, que ce soit du côté mobile que du côté serveur. Pourquoi? Parce qu'il n'y a rien de pire que de redemander l'ensemble des données de son serveur. Donc on va plutôt dire à mon serveur, moi j'aimerais que tu me renvoies mes données à partir du dernier timestamp, du dernier moment où j'étais au courant des nouvelles données. Ça économise du réseau. Et ça économise pas mal de choses au niveau de notre base de données, parce que souvent on a une base de données ici. Après, on se dit, je vais aussi rajouter mon statut dans ma requête. Pourquoi? Parce que si je suis en Edge ou si je suis en 4G ou si je suis en Wi-Fi, le serveur ne va pas forcément me renvoyer le même volume de données. Typiquement, pensez à l'application de journal. Si vous avez un Edge, ce serait bien de récupérer les 2 prochaines heures. Si vous êtes en Wi-Fi, récupérons les 15 prochains jours. Okay, mais ça, c'est le serveur qui le fait. Le serveur, qu'est-ce qu'il va faire? Alors, dans les deux sens, pardon, il va utiliser JSON et on va zipper les trucs aussi, pour économiser un peu la bande passante. C'est pas mal, zipper, ça se fait bien.
Et votre serveur, c'est lui qui fait le prefetch des data. Le prefetch des data, c'est dire, ben, je vais te renvoyer un seul objet et en fonction de ta connectivité réseau, cet objet, je vais plus ou moins le charger de données. Ce sera un gros fichier JSON dans lequel vous avez mis un JSON mère et dedans tous les objets que vous voulez renvoyer. Okay. Et vous n'oubliez pas qu'il faut utiliser la Big Cookie stratégie dont je vous parlais tout à l'heure. Quitte à parler sur les services REST et donc les échanges de données, il y a un petit détail encore à penser, ben, c'est que vos bases de données, elles ont quand même une constante qui s'appelle SQLite Database Get Maximum Size. Okay. Donc vous n'allez pas pouvoir charger autant de données que vous voulez sur vos bases locales. Ça veut dire, un petit corollaire, c'est que vous devez implémenter un système de purge sur vos bases de données. On ne peut pas les charger comme ça. Il faut aussi penser à un système de purge qui sera basé sur du timestamp ou des favoris ou je ne sais pas quoi, en fonction de votre use case, qui vont vous purger votre base de données. Parce que sinon, à force, vous allez forcément dépasser le get maximum size. Ok, je ne sais même plus dans quel truc on était, mais on va passer à l'architecture. Bon, le but d'une architecture, c'est quoi sur Android? C'est que quand je suis en foreground, j'ai toutes mes ressources pour moi, d'accord, pour contenter mon utilisateur. Je suis en foreground, il m'utilise, il faut que l'expérience utilisateur soit la plus belle possible. Donc pour ça, je récupère toutes les ressources de l'appareil. Ok. Maintenant, si je passe en background, il faut que je les libère. Parce que je ne vais pas faire l'égoïste et laisser les autres applications mourir avec les 3 miettes que je laisse. Donc il faut vraiment que je libère mes ressources. Et puis pour éviter le phénomène Eclipse, je lance Eclipse sur mon ordinateur et 30 secondes plus tard, j'ai enfin Eclipse qui commence à démarrer, il va falloir que je les isole tout. Alors quand je vous dis ça, moi j'ai quand même en tête des applications pour Airbus ou pour des trucs où c'est des gros monstres qu'on nous demande de construire au niveau de la mobilité. Hein. D'accord? Ce n'est pas la petite application Twitter où je récupère 4 fils et que je renvoie. D'accord? Il y a quand même... des fois, là, je vais vous parler d'applications monstrueuses. Vous allez adapter ce que je vous dis si vous faites des petites applications. Vous n'allez pas être obligé de mettre tout ce que je mets en place. Vous allez essayer de l'adapter pour simplifier. Mais au moins, vous aurez compris toutes les problématiques que j'expose. D'accord? Donc la première, quand on fait de l'architecture, l'objectif, c'est d'être organisé. Pour ça, c'est les applications, c'est les architectures entières. C'est aussi du MVP, c'est pareil. Hein. On va dire que telle brique, elle fait le modèle, telle brique, elle fait la vue, et telle brique, elle fait le présentateur. Sur les architectures entières, on n'a pas pris ce même modèle de case, mais on en a pris un autre. On a pris les modèles transverses. C'est la couche qui est connue par tout le monde, qui contient vos objets métiers, vos outils, votre exception manager. Après, dans le reste de votre application, vous avez votre couche de vue, avec votre vue, typiquement vos fragments ou vos activités. Donc elles affichent les objets. Une bonne pratique, c'est d'avoir un modèle à côté qui gère vos objets. D'accord? Ça, c'est une bonne pratique vieille d'au moins 15-20 ans. Quoi. Et les modèles, c'est lui qui sait qu'est-ce que c'est vos services. Vos services, c'est quoi? C'est là où vous allez faire vos traitements. Un service, c'est un traitement. Dans les services, on va voir tout à l'heure, mais vous avez les services Android et puis des bons vieux Pojo que vous utilisez comme service. C'est pas parce que sur Android, on nous a tombé une classe qui s'appelle service Android qu'on est obligé d'utiliser cette classe-là pour faire un service métier. C'est pas vrai. Vos services, ils connaissent quoi? Ils vous connaissent votre couche de com et puis ils vous connaissent votre couche de DAO. D'accord? C'est eux un peu les chefs d'orchestre des traitements. Donc c'est normal que les traitements, ils aillent en com et ils aillent en DAO. Ce qui est important, c'est que les flèches là, c'est qui connaît qui. On ne connaît pas dans l'autre sens des flèches. Enfin, sur Android, on a quand même la couche des broadcast receivers qui peuvent démarrer des services ou des vues. Et surtout, sur Android, on a un objet magique qui est notre objet application. Et lui, il faut le considérer comme le chef d'orchestre de tout ce petit monde. Okay? Donc, une petite vue d'architecture. Maintenant, on va voir comment essayer de mettre en place le lazy loading dans une architecture de ce type. Ce n'est pas tellement qu'elle soit de ce type, l'architecture, mais comment on met le lazy loading, c'est important. Donc, vous avez votre vue, votre modèle, et nous, on veut lazy loader tout. Okay? Donc, pour lazy loader tout, on va appeler un gars et on va lui dire « je voudrais le service Toto ». Un gars qui est responsable de charger les services et de les gérer, surtout de les tuer. C'est ce gars, on va l'appeler le service manager. Donc j'ai mon client, mon modèle là, qui dit service manager, je voudrais un service. Donc le service manager, il instancie le service, ou il se bind à lui, ou il crée la classe. Il récupère le pointeur, il renvoie le pointeur sur mon modèle. Le modèle peut parler à mon service et faire un appel à ce service-là. Okay? Donc là, j'ai lazy loadé les choses.
J'utilise des callbacks parce que c'est plus facile. Maintenant, est-ce que vraiment un service métier, c'est lié au cycle de vie de mon activité ou est-ce que c'est plutôt lié au cycle de vie de mon application? Un service métier, c'est lié au cycle de vie de l'application. Ce n'est pas parce que vous êtes dans une vie particulière que votre service métier il doit mourir. Ça veut dire que votre service manager, il ne doit pas être lié au cycle de vie de l'activité là. Ça veut dire qu'il doit être lié au cycle de vie de l'application. C'est quoi le cycle de vie de l'application? C'est l'objet application. Donc c'est l'objet application qui pointe vers votre service manager. Quand on a mis une structure comme ça en place, le vrai risque, c'est comment je vais libérer toute cette mémoire. D'accord? Parce que si on laisse là comme ça en place, ben, vous allez avoir un truc énorme porté par l'objet application et vous n'allez pas savoir quand est-ce que libérer la mémoire. Donc le premier pattern que je vous propose pour de libération de mémoire, c'est celui-là, c'est le one second pattern. Vous avez vos vues et votre objet application. Votre objet application, il a un atomic booléen, donc un booléen thread safe. Et qu'est-ce qu'il fait ce booléen? Ben, il est averti par toutes les activités, tous les fragments, enfin toutes les activités qui commencent ou qui s'arrêtent. On start, on stop, on parle à cet atomic booléen et on le met à true ou à false. Dès que cet atomic booléen il passe à false, ben, qu'est-ce qu'on fait? On prépare un runnable qui s'appelle service killer et on le lance une seconde après. On laisse au système une seconde pour relancer une activité s'il y a besoin ou pas. Au bout d'une seconde, le mServiceKiller, il re-regarde cet atomic boolean. Si cet atomic boolean il est toujours à false, ça veut dire qu'on doit dégager toutes nos ressources. Ça veut dire qu'on est vraiment parti dans le background et que tant pis pour le LRU cache, moi j'ai vraiment pas besoin de conserver tout ça. Vu que je lazy load tout de toute façon, je vais pouvoir repartir à recharger mes services métiers et mon utilisateur ne verra pas la différence. Donc dès que je pars dans le background, à un moment, ben, je vais dégommer toute cette stratégie de rétention de service. Donc qu'est-ce que c'est? J'appelle mon service manager et je lui appelle sa méthode une bind and die. Donc ça, vous l'appelez comme vous voulez, suicide, stop self, ça c'est votre nomenclature. Et qu'est-ce qu'elle fait? Ben, elle prend tous les services en Android sur lesquels elle était bindée, elle les débind. Elle prend tous les services de type singleton et elle les met à nul de manière à ce qu'on puisse les garbage collecter. Et elle prend votre exécuteur service et elle le dégomme avec le code que je vous ai montré tout à l'heure. Okay? Une fois que vous avez fait ça, ben, votre service manager, tous vos services, ils sont dégagés. Vos threads, elles sont arrêtées et vous avez rendu la mémoire aux gens qui en avaient besoin, c'est-à-dire à l'application qui est passée en foreground. Le deuxième pattern de destruction important qu'il faut avoir en tête, c'est quand le système nous envoie un low memory. Donc il envoie un low memory à l'objet application. Ben là, l'objet application, qu'est-ce qu'il fait? Il prend le service manager et il lui appelle sa méthode une bind and die. Okay, ça c'est direct, on ne réfléchit pas, on le fait immédiatement. Vous pouvez améliorer ce design pattern en regardant la heap qui vous reste. Et dès que vous arrivez à 80% de votre heap, pareil, vous dégommez vos services. Et vos drawable et tous les trucs qui traînent, toutes vos ressources. Donc vu qu'on fait du lazy loading, ça n'aura aucun impact sur mon utilisateur concret. Une conclusion de ça, wow, j'ai mis du temps. Une conclusion de ça, c'est la barrière d'asynchronicité, enfin un corollaire de ça. Nous, sur Android, on sait qu'il faut être asynchrone. On a plusieurs équipes, l'équipe des vues, elle sait qu'il faut qu'elle soit asynchrone. Donc dès qu'elle fait un appel vers un service, elle lance une thread. Moi, mes services, ils lancent des threads parce qu'ils savent qu'ils font du traitement. Donc on leur dit, les traitements, c'est dans des threads. La couche de communication, elle fait des appels REST, elle lance une thread. C'est bien qu'un appel REST, ça se met dans une thread. Et la couche de DAO aussi, parce qu'elle fait de l'écriture disque. Ce qui nous donne que thread de thread de thread de thread fait le boulot, quoi. Donc là, on peut dire qu'on est vraiment au super top de la gestion des choses. Donc en fait, derrière, vous avez une règle d'asynchronicité qui est très simple à implémenter. C'est pour ça qu'elle est très bien. C'est que votre barrière d'asynchronicité se place au niveau de votre couche service. Ça veut dire concrètement que chaque méthode de chaque service lance une thread au travers du pool exécuteur, enfin de l'exécuteur. Et que nulle part ailleurs, les threads sont lancés. Comme ça, vous êtes sûr qu'un traitement est dans une seule thread. Un corollaire de ça, c'est nous, on faisait les choses comme ça avant. On avait notre modèle, notre vue, et notre vue, elle appelait notre service. Manque de bol, maintenant, c'est asynchrone. Donc ici, là, get human service, get human toto, ça ne nous renvoie plus un humain. Ça, c'est un fail d'asynchronicité maintenant. C'est plus comme ça qu'on peut coder les choses. Comment il faut qu'on code les choses? Ben, notre modèle, il va faire get human service, get human toto. Ça fait notre appel asynchrone et il va bien falloir avoir à récupérer le retour. Et c'est dans le retour qu'on va mettre une nouvelle méthode, do something par 2,
qui mange en paramètre l'humain qu'on attend de récupérer de notre service. Et là, on va pouvoir l'utiliser. Là, c'est bon, on est asynchrone complètement. Et sur nos activités, ça veut dire ça. Concrètement, on ne peut pas faire plusieurs appels services enchaînés. Il faut couper nos méthodes. Concernant les services, je vais vous poser la question de service Android ou pas. Donc, qu'est-ce que ça doit faire un service? Un service, ça doit finir son traitement. Ça doit être instancié à la demande. Ça doit persister son instanciation parce que ça ne doit pas suivre le cycle de vie d'une activité, mais de l'application. Du coup, moi, j'ai mes services et je me dis, est-ce que je fais un service qui est une simple classe Java ou est-ce que je fais un service Android? Un service que j'appelle singleton, c'est quoi? C'est un service dont je vais assurer l'unique instance. Donc, j'ai le design pattern des enums. Okay, sur Android, on ne met pas le design pattern des enums parce qu'une enum, c'est trop gros à charger. Donc, on oublie. Du coup, on va se dire, je vais faire le bon statique, le singleton design pattern singleton avec le statique et getInstance. Pareil, ça va vous instancier votre classe dans la partie statique de votre mémoire. Ce n'est pas super non plus, surtout si vous avez un gros service, quoi. La partie statique de la mémoire, ce n'est pas un endroit où on a envie d'aller trop. Donc du coup, vous allez plutôt vous dire, moi je vais assurer l'unique instance de cet objet Java au travers de mon service manager. C'est lui qui, quand je vais faire getService, va regarder s'il est à nul et s'il n'est pas à nul, va me le renvoyer. Côté Android, il faut avoir deux trucs en tête au niveau des services Android. Le premier, c'est que quand vous partez dans le LRU cache, les processus qui ont un service actif, ils vont être conservés le plus longtemps possible. Et ça, si vous n'avez pas fait gaffe, c'est dégueulasse pour les autres applications qu'ils exécutent pour votre utilisateur. Parce qu'elles ont moins de ressources, parce que vous êtes dans le LRU cache et que vous la conservez. Donc ça, c'est une première mauvaise idée. La deuxième chose, on a beau dire, une classe Java de base et un service Android, ça n'a pas la même taille en RAM. Donc, quitte à choisir, autant prendre le plus léger, quoi, si on n'a pas besoin de l'autre. Maintenant, les questions simples, est-ce que j'ai besoin d'être lancé par le système? Si mon service a besoin d'être lancé par le système, c'est clair, c'est un service Android. Okay. Est-ce que j'ai besoin de faire du cache de data? Si j'ai besoin de faire du cache de data, les deux marchent très bien. Si j'ai aucun besoin particulier et que je suis un service métier de base, autant faire directement un service singleton. Hein. Donc, quelques exemples. Enfin, deux exemples. Un exemple d'architecture REST. Quand je fais un appel REST, qu'est-ce que j'ai? J'ai mon vue, mon modèle, mon service data, mon service updater. Le service data, c'est lui qui a à la charge les données. Le service updater, c'est lui qui a à charge de mettre à jour. Et puis, derrière, j'ai bien sûr ma couche de com, ma couche DAO, mon service manager, et je fais mon appel. Donc, je passe par mon service manager qui starte le machin, et je fais mon appel à mon service data. Qu'est-ce qu'il fait mon service data? Il ne va pas s'amuser à partir en com. Hein. Il a déjà les données dans la DAO, donc il va les chercher. Il les ramène, c'est assez rapide, il fait son cache, et il les renvoie en utilisant un intent ou un event, okay, à ma vue, qui va se mettre à jour. Maintenant, quand il a fait ça, il fait service updater, on est à jour. Le service updater, il ne sait pas. Donc, il va voir dans la couche de com, qui va peut-être lui renvoyer des données. Ces données-là, qu'est-ce qu'il fait? Il les met dans la DAO. Et une fois que la DAO a mis à jour ces données, soit elle lance un event, soit elle lance un intent, soit le service data a mis en place le content observer. Auquel cas, votre service data est prévenu que de nouvelles données sont là et il relance le même event. Donc ça, c'est comment on fait de l'appel REST. La question sous-jacente, c'est comment je mets en place ma stratégie d'update. Donc vous avez votre serveur back-end, qu'est-ce qu'il a? Il sait qu'il doit diffuser de nouvelles données. Comment il fait? Il va utiliser Google Cloud Messaging, ils me l'ont inventé pour ça. Okay, donc je fais mon HTTP post avec la liste de tous les devices que je dois mettre à jour. Et puis ça broadcast ces nouveaux messages. J'oublie pas de charger le payload, c'est-à-dire les données que je veux envoyer. Et puis je vais mettre aussi le token, le timestamp dont je vous parlais tout à l'heure. Ça arrive sur mon téléphone, ça me réveille mon broadcast receiver, qui réveille mon service updater, qui fout en base de données. Et quand vous pensez au slide précédent, c'est pour ça que mon service data, lui, quand il part en base de données, il est à peu près sûr d'avoir des données qui sont à jour. C'est parce que derrière, j'ai mis un système comme ça. Donc là, je suis content, je suis à jour. Bon, GCM, ça ne marche pas tout le temps. Donc il va falloir mettre ceinture, bretelle. Donc vous allez dire à votre GCM de vous envoyer des messages toutes les 3 heures, 6 heures, 12 heures. Et si vous ne l'avez pas reçu, vous savez que vous devez vous mettre à jour. On va aller un peu plus vite. Concernant les librairies, donc après ça va aller très vite, là. Il n'y a que quelques slides, j'aurai moins à parler. Les librairies, la problématique principale, c'est le choix.
Donc, la première raison, c'est utiliser une librairie parce que vous en avez besoin, vraiment besoin. D'accord? Pas parce que c'est fun. Si vous savez faire ce qu'il y a dans les librairies, faites-le directement. Les librairies, c'est générique. Dans votre code, ce sera exactement ce que vous voulez. Tuner pour votre application. Okay? La deuxième chose, c'est moins vous avez de librairies dans votre projet, plus vous serez sécure. Plus vous allez pouvoir être, mieux vous vous porterez. Et puis, autre chose, choisissez vraiment de manière très précautionneuse vos librairies, parce que c'est critique. C'est un endroit où vous pouvez facilement mettre le bordel dans votre application. Alors, comment les choisir? Déjà, une librairie qui va faire la lecture des annotations en runtime, c'est à éviter. Okay? Avant Ice Cream, c'est la mort. Après Ice Cream, ça s'améliore, mais c'est toujours la mort. Ça sert à quoi de dépenser des ressources alors qu'on aurait pu le faire à la compilation? Une deuxième chose, c'est une librairie, une fonctionnalité, un objectif. On ne va pas prendre des librairies qui font tout. Genre Android Annotation, on la blacklist pour ça maintenant. Parce qu'elle fait trop de choses. Ça ne sert à rien d'avoir Android Annotation qui monte énormément de choses dans votre, en RAM dans votre application, alors que vous n'utilisez que les injections des vues. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien d'avoir tout le reste. Donc vous ne le mettez pas. C'est dommage pour Android Annotation parce qu'elle était super, mais c'est quand même quelque chose de presque bloquant. Après, vous n'utilisez pas les librairies non maintenues où il y a déjà 10 bugs non corrigés. Ou alors vous les prenez à charge parce qu'elles sont sur GitHub. Si vous pouvez copier-coller le code d'une librairie dans votre projet, c'est cool. Ça veut dire qu'elle est simple, que vous la comprenez. Vous n'allez pas le faire, hein, parce que le mec, il a fait sa librairie, il va à charge les bugs et tout ça, donc vous ne le faites pas. Mais ça veut dire que cette librairie, vous pouvez avoir confiance en elle parce que vous la maîtrisez. Bon alors, quelques pistes pour choisir. Déjà, vous avez Square. Vous avez Dagger pour l'injection, Auto pour l'Eventbus, Picasso pour les translations, OK HTTP pour le client HTTP, Retrofit pour vos clients REST. Et après, vous avez quelques autres librairies. Et ce qui est bien, c'est que là-dessus, vous avez un panel complet de librairies qui sont toutes sûres, de manière certaine, cohérentes entre elles. D'accord? Et ça, c'est important, la cohérence entre les librairies. Bon, après, vous allez utiliser Google Play Service parce que vous n'avez pas de choix. Même si c'est du bêta, des fois, quand ils font une nouvelle release, il n'y a plus les mêmes méthodes ou les paramètres de méthode ont changé et qu'il faut tout rebuilder à l'arrache parce qu'on vient d'updater son SDK. Après, si vous avez besoin de librairies haptiques, les librairies haptiques, c'est des trucs qui font vibrer votre téléphone et interagissent un peu plus fortement avec votre utilisateur au travers de son. Moi, j'aime bien Immersion. Enfin, en tout cas, j'aime bien le mec qui fait Immersion. Vous allez utiliser SQL Cipher pour tout ce qui est crypto. Eventbus, JSON, bon, pas de problème. Jackson, c'est un peu moins rapide que JSON. Après, vous avez toujours Sax et DOM si vous manipulez du XML. Crash Analytic et Acra sont des super librairies pour faire du bug reporting. Vous allez pouvoir aussi vous intéresser à Android View, qui répertorie tout un tas de librairies. Et puis, il y a une communauté sur Google+, qui est la communauté d'Android Project on GitHub, qui est super parce que dès qu'on a un nouveau projet open source, on en parle à cette communauté. Et donc, on a tout un tas de nouvelles librairies à aller analyser, voir comment elles font et tout ça. N'oubliez pas que Genymotion, ça vous aidera à ne plus pleurer sur vos émulateurs natifs, en espérant qu'un jour, Jake Wharton arrive à mettre ses simulateurs, donc il a gueulé il y a 2 jours dessus. Et puis pour les librairies sans les réputations, allez toujours voir le code et essayez de ne pas mixer trop de librairies parce que s'il faut, vous avez une librairie qui utilise OK HTTP en version 1, une autre qui utilise OK HTTP en version 2 et que vous avez un conflit à l'intérieur de vos librairies que vous allez charger 2 fois le code. Okay? Donc ça, c'est des trucs vraiment, il faut faire attention aux librairies qu'on utilise et surtout aux librairies qu'elles utilisent elles-mêmes. Quelques bonnes habitudes sous Android. Donc la première, on va se mettre à migrer sous Gradle et Android Studio. Pourquoi? Pour le système des flavors, des goûts, quoi. On va pouvoir construire plusieurs APK, les in-app, les payants, les gratuits, les AMD, les Intel, tout ça de manière assez fluide et assez facile. Il y a beaucoup de scripts qui sont faits par la communauté en ce moment pour nous aider à cette migration et à améliorer nos scripts Gradle. Et puis pour la modularité des choses. Et puis surtout parce que c'est le moment et que c'est le moment des migrations. Je pense qu'Eclipse, d'ici 6 à 1 an, ne sera plus la plateforme principale de développement d'Android. Et je pense que ce sera Android Studio. Et les mecs d'Android Studio attendent cette annonce pour les Google I.O.
de cette année. Utilisez les réseaux sociaux pour diffuser votre application. Alors pourquoi? Parce que c'est vrai que ça marche. Je n'ai pas d'autres arguments. Utilisez la stratégie in-app pour faire de l'argent. Pourquoi? Parce que la même chose, hein, c'est vrai, ça marche. Après, vous allez mettre en place l'intégration continue et les bêta channels. Pourquoi? Parce que ça, c'est quand même très important. Alors, bon, vous allez utiliser Git parce que c'est le content management system le plus pertinent en ce moment. Vous allez utiliser Gradle pour construire vos projets. Vous allez utiliser sûrement Jenkins pour faire l'intégration continue. Et puis, vous allez utiliser le SDK de test d'Android pour faire vos tests unitaires, qui est basé sur JUnit. Et sûrement, vous allez utiliser soit Robotium, soit Expresso, soit RoboElectric pour mettre en place ces tests. Si vous êtes Capgemini, vous allez vous intéresser à Rational Mobile, sinon ça va vous arracher un bras. Et enfin, une fois que vous avez mis tout ça, vous allez profiter des alphas et des bêtas. Pourquoi? Parce que quoi que vous fassiez, de toute façon, vous n'allez pas pouvoir mettre tous les émulateurs du monde en place. Mais par contre, des utilisateurs qui sont dans une communauté alpha ou bêta, c'est des utilisateurs qui sont motivés par votre application et qui vont vous aider à vous renvoyer les bugs et à vous dire, ouais, moi, ça a planté là, ça a planté ici. Donc vraiment, utilisez les channels alpha et bêta parce que ça crée une communauté et puis ça va vous permettre de rencontrer vos utilisateurs. Et vos utilisateurs, vous verrez, vont vous aider à améliorer votre application. Parce que, quand même, sur Android, tester, c'est critique. C'est vraiment le point clé critique que nos décideurs n'ont toujours pas compris et qui est extrêmement important. Enfin, sachez ce que font vos utilisateurs. Donc, vous allez pouvoir utiliser Google Analytics Trackers, Flurry, Appsi, Appsalar. Vous pouvez mettre en place du A/B testing pour choisir une solution. Et puis, je vous conseille d'aller lire cette petite histoire sur Internet où c'est une entreprise qui a mis ça en place et qui va vous expliquer ce que ça a leur amélioré chez eux. Pourquoi? Parce que comprendre son utilisateur, c'est vraiment la clé du succès en fait. C'est con, hein, mais si on sait pas, on vend une application et qu'on ne sait pas ce que notre utilisateur il en fait, c'est comme si on développait un truc en disant « ouais, là, ça va marcher, super ». Okay. Donc ça, on ne sait pas, il faut savoir, il faut aller avoir l'information. Maintenant que vous avez mis tout ça, vous allez rentrer dans le cycle vertueux du build, deploy, user feedback, learn, improve. D'accord? Et ça, c'est vraiment un cercle vertueux qui va être la clé du succès de votre application. Bon, je pense que… Ah oui, avant-dernier slide. Sur Android, il y a un truc important, c'est de rester informé tout le temps, parce que les choses, elles changent super vite. Donc, ces gars-là, il faut les écouter. Vous pouvez utiliser les Google I.O., les Android Con, parce que c'est des endroits super. Les Android User Group aussi, c'est des endroits super où il y a beaucoup d'informations qui circulent. Et puis, n'oubliez pas DevByte qui est là pour ces tutos de 6 minutes pour vous apprendre une nouvelle technologie. Donc voilà, cette conf est finie. Vous avez mon Twitter, mon mail, mon site internet. Je remercie le POG vraiment pour cette invitation qui m'a fait vraiment plaisir. Et puis voilà, merci.